Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 19h. Dans votre édition, nous reviendrons ce mercredi sur la mésaventure d'un homme. Un garagiste de Passamaïti a été délogé ce matin de son établissement à la suite d'une opération menée par les services de la mairie de Mamoudzou. Pour quelles raisons? Les explications dans votre JTM. Merci d'être avec nous. Voici les titres. Cela fait plusieurs années que le garage IBL est installé dans la commune de Passamenti. Seulement la semaine dernière, la municipalité est venue déloger la société suite à une décision de justice en sa faveur. Nous sommes partis à la rencontre des deux protagonistes de cet embourbillio foncier pour comprendre comment en est-on arrivé là. Reportage. Le recensement 2018 de l'INSEE a débuté hier. Près de 530 agents sillonnent actuellement le territoire à la rencontre de la population. Ce matin, nous avons accompagné dans leur travail les agents recenseurs mobilisés sur la commune de Chirungi. Plus d'informations au cours de votre journal. Le forum des métiers et de l'artisanat de l'océan Indien se tiendra jusqu'au dimanche, place de la République. L'occasion de découvrir des talents, à l'instar de Natura Solonjatovo, un jeune artiste peintre de renom. Sa particularité, il peint sur verre et à l'envers. Focus sur cet artiste, pas comme les autres, à la fin de cette édition. Mais d'abord, on débute cette édition par la mésaventure et le désespoir d'un garagiste. Ce mercredi, une opération de délogement a été menée à Passamaïti par les services de la mairie de Mamoudzou. Le matériel et les véhicules sur place ont ainsi été évacués, et ce, en l'absence du propriétaire de l'établissement, hospitalisé depuis de nombreuses semaines. Pour quelles raisons? Les explications d'Amina Hariti et Leslie Vimenet. Ce tas de débris et ces quelques bâches suspendues au vent, voilà ce qu'il reste du garage d'Ibrahim, du moins sur cette parcelle où il avait établi son activité depuis 2004. Une occupation sur un terrain appartenant à l'État que le garagiste tente depuis de faire régulariser. Des demandes qui n'ont finalement pas abouti, et depuis 2008, l'homme est sommé de quitter les lieux conformément à une décision du tribunal administratif. Si jusque-là Ibrahim ne conteste pas les faits, ce qu'il déplore tout particulièrement, c'est la manière dont l'opération a été menée. Aujourd'hui, une partie des véhicules est entreposée sur le bas-côté de la chaussée, à quelques mètres de la parcelle litigieuse, tandis que les carcasses ont été transportées à la décharge. Contactée par nos soins, la mairie a à son tour tenu à expliquer les raisons pour lesquelles elle a diligenté cette action. Le maire a utilisé sa police de maire par rapport à l'insalubrité qui était causée vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de la santé des gens, puisqu'il y a aussi un caniveau à côté auquel les agents n'arrivent pas à curer. Un pouvoir de police en matière de santé que le maire a jugé nécessaire d'exercer, d'autant que la parcelle fait partie intégrante d'un projet auquel la municipalité tient tout particulièrement. La mairie a entrepris des projets d'amélioration de cadre de vie, notamment ce qu'on appelle les projets de micro-espace. C'est un chantier qui est en cours sur la parcelle en question. Pour l'heure, on ne sait pas ce qu'il adviendra des véhicules déplacés sur la voie publique et dont certains ont été endommagés, encore moins si le garagiste pourra sauver son activité. Quoi qu'il en soit, cette affaire montre une fois de plus qu'entre préservation de l'environnement et développement économique, il n'est pas toujours si simple de trancher. Dans l'actualité politique ce mercredi, la matinale de Kwesi recevait plusieurs invités politiques. Une émission où la visite de la ministre des Outre-mer était bien évidemment au cœur des échanges. Le séjour d'Annick Girardin à Mayotte a fait l'objet de nombreux commentaires ces derniers temps sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Personne n'est resté indifférent à ces 4 jours qui faisaient office de premier test pour le nouveau gouvernement. Tous attendent désormais les assises de l'Outre-mer pour juger la politique du président Emmanuel Macron. Pierre Bellucci et Leslie Vimenet.
Annick Girardin n'aura laissé personne indifférent. Beaucoup s'accordent ainsi sur la forme de cette visite, la ministre des Outre-mer ayant conquis par son apparence chaleureuse et avenante. En ce qui concerne le contenu, les avis sont cela dit plus mitigés, en raison notamment du peu d'annonces à retenir de cette visite. Ses premiers propos disaient ça finalement. Elle était juste venue découvrir. Donc elle a découvert, même si je le dis tout à l'heure, je considère qu'elle connaissait les problèmes. Maintenant, elle a prévenu. C'était ses premiers propos. Elle a prévenu, je suis venu découvrir ce que c'est Mayotte. J'en ai beaucoup entendu parler, je suis venu découvrir. À partir de là, donc je me suis fait ma petite idée. D'ailleurs, c'est là que finalement, c'est ce qui s'est avéré. Il n'y a pas eu d'annonce. Si le parti de l'opposition fait un constat sans appel, en ce qui concerne le parti radical de gauche, l'enthousiasme est clairement de vigueur. Il a donné un signal fort pour la première fois. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle nous a donné des indices sur la voie à suivre. Par exemple, elle rappelle aux élus qu'il faut se mettre au travail, il faut être pertinent dans nos projets et surtout il faut être cohérent dans le travail que nous voulons faire de Mayotte, cohérent dans la recherche des subventions. Il faut adapter des projets aux réalités locales. Donc c'est tout l'intérêt de cette visite. Une visite qui soulève en effet la question du travail mené localement pour faire en sorte que Mayotte sorte du marasme dans lequel elle se trouve. C'est à nous de décider comment nous allons développer cette île. On a la fâcheuse habitude, lorsque une personnalité extérieure vient ici, de dire mais qu'est-ce qu'elle va nous dire, qu'est-ce qu'elle va nous amener. Inversons un peu la question, qu'est-ce que nous allons proposer à ces gens qui viennent et qui ne connaîtront jamais autant notre île que nous. Et c'est l'occasion qui nous est laissée par ces assises et il faut en profiter. Les assises de l'outre-mer auront lieu à la fin du mois de septembre dans chaque territoire ultramarin. Déterminantes, elles doivent délivrer leurs premières orientations dès le début de l'année 2018, au risque de ne pas avoir de nouvelles annonces d'ici là. Bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Ces prochaines assises de l'outre-mer en septembre prochain, une dernière chance pour entendre les revendications et les mots du département? Une dernière chance, on a l'impression, c'est aussi ce qui ressort, qu'ils ont été entendus. La ministre est venue à Mayotte pour prendre le pouls, elle n'était jamais venue, donc c'est vrai, tout ce qui a été dit, c'est ce qui en ressort véritablement. Elle a été avenante, sur la forme, on ne peut rien reprocher. Maintenant, effectivement, sur le contenu, elle s'est beaucoup appuyée sur ses assises. Et pour cause, elles doivent véritablement déterminer, territoire par territoire, l'orientation à donner, l'orientation politique à donner. Donc c'était important, c'était aussi une promesse de campagne du président Emmanuel Macron qui avait expliqué on devra passer par là pour les Outre-mer puisqu'il y a des contextes qui sont particuliers, il y a des adaptations et c'est effectivement le travail qui va être amorcé là tout prochainement. Ça va être très important, il faudra que chacun y mette du sien et on a aussi entendu la possibilité éventuelle que tous les élus du département s'accordent et ça je pense que ça serait véritablement une bonne chose, qu'ils s'unissent derrière un projet pour Mayotte, un projet pour le département et ensuite il faudra bien entendu juger les mesures qui seront prises par ce gouvernement. En tout cas, je pense qu'il y a du positif à ressortir et c'est logique. Il y a aussi de la frustration concernant le peu d'annonces de la part de la ministre des Outre-mer. Tout autre chose, Pierre, un mot, une pensée même pour nos compatriotes entiers qui vont vivre dans la soirée des moments bien difficiles avec l'arrivée de l'ouragan Irma. Qui vivent déjà. Hein. On a un point de situation déjà et c'est vrai que c'est assez alarmant. C'est le second ouragan le plus puissant de l'histoire, donc ça en dit long. Il y avait eu Harvey tout récemment qui avait frappé notamment le Texas aux États-Unis et il y a cet ouragan Irma avec des rafales qui vont jusqu'à 360 km/h, c'est juste inimaginable. Donc c'est vrai que c'est terrible, le gouvernement est mobilisé, hein, la ministre des Outre-mer a expliqué qu'elle se préparait au pire, donc c'est vraiment pas rassurant. Sur place, on a un premier point de situation, on sait notamment que les centrales EDF, que ce soit à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin sont hors d'usage, elles ne fonctionnent plus, il n'y a plus d'électricité. On sait aussi qu'il y a de gros dégâts, notamment au niveau de la caserne pompier du côté de Saint-Barthélemy, qui est sous les eaux. Il y a des personnes qui sont au premier étage sinistrées, donc les pompiers ne peuvent pas intervenir. On sait aussi que la préfecture est en grande partie détruite. Et voilà, de très très gros dégâts, des toits qui s'envolent, des toitures qui cèdent, et c'est la même chose à Saint-Martin.
Pour l'instant, la Guadeloupe est moins impactée, mais on sait qu'il y a aussi des répercussions. Donc voilà, c'est une situation terrible qu'on suit aussi de très près. On va voir ce qu'il en est, et surtout ce qui est aussi terrible, c'est que le calvaire pourrait ne pas être terminé, puisque on attend une tempête tropicale qui risque de devenir ouragan d'ici vendredi, qui s'appelle José, qui a été renommé José, et voilà, qui risque encore de frapper les Antilles, en tout cas la partie nord, même si la trajectoire est un peu différente. Donc c'est vraiment terrible. Effectivement, on apporte aussi toutes nos pensées vont vers nos compatriotes aux Antilles, et puis aussi toutes ces populations qui vont être frappées par cet ouragan. Et voilà, on suivra de très près, on essaiera de faire un point aussi de situation. Évidemment, et on est de tout cœur avec nos compatriotes ultramarins. Merci Pierre. Comme annoncé dans nos précédentes éditions, la nouvelle campagne de recensement de l'INSEE a débuté hier. Plus de 530 agents habilités sont mobilisés dans les 17 communes du département. Nos équipes se sont rendues au sud de l'île, à Chirangui, plus précisément où des agents recenseurs ont entamé les premiers porte-à-porte de la journée. Reportage. Du coup là tu as sur Pourwani, le secteur, et puis voilà la zone que je dois collecter, qui est grisée, et chaque triangle correspond à un logement que je dois avoir dans mon secteur. C'est sous un soleil de plomb que Nassimi commence son travail de porte à porte. Cet agent habilité par l'INSEE a 120 logements à visiter au sein de son district. Un véritable challenge pour sa première expérience. De nature, je n'ai pas une très bonne orientation. Du coup, me repérer à chaque fois sur la carte, ça peut me prendre quelques minutes pour savoir un petit peu où est-ce que je suis, si je suis face au bon logement à chaque fois. Voilà, donc c'est un véritable challenge pour moi de me repérer sur le plan. Tous les jours durant 4 semaines, Nassimi devra parcourir des mètres de petites routes et chemins, même les plus isolés. La jeune femme collecte des données utiles à l'INSEE et la mairie par le biais d'un questionnaire. On a 2 formulaires qu'on remplit à chaque fois que je visite les logements. Donc on a le formulaire logement qui reprend les caractéristiques de la maison. Là je mets le nom de l'occupant principal et je regarde un petit peu avec elle les caractéristiques du logement, s'il est en dur, s'il est en tôle, en béton. Puis je relève tous les habitants du logement. Voilà, et pour chaque habitant, je fais une fiche individuelle. Voilà, qui reprend de manière plus spécifique les données de la personne. Informations récoltées, informations aussitôt transmises. Pour le recensement 2017, 20 agents sont mobilisés dans les 7 villages de la commune de Chirangui et encadrés par des contrôleurs. On essaie de voir effectivement ce qu'elle a collecté, de voir justement est-ce que ça concerne par rapport à ce que nous on a comme norme pour pouvoir comptabiliser tout ça. Du coup, donc là, je vérifie exactement est-ce que le travail a été bien fait, est-ce qu'elle n'a pas oublié des bulletins individuels, c'est-à-dire des habitants sur des logements, parce que c'est important, il faudra que tout soit bien clair et qu'il n'y ait pas de doutes en fait, dans ce qu'on fait. Une enquête qui nécessite bien évidemment la coopération de l'ensemble de la population. Les inconvénients sont le fait qu'une fois sur le terrain, il y a des personnes qui ne sont pas chez eux parce qu'ils sont partis au travail. Ou c'est le fait aussi que les habitants soient réticents parce qu'ils se disent qu'on va utiliser les informations pour la police ou pour les impôts par exemple. Mais il ne faut pas s'inquiéter, ce n'est pas du tout ça. Les informations servent à la commune et à l'État pour faire des statistiques et pour faire autre chose. En cas d'absence à domicile, un avis de passage sera déposé par les agents recenseurs avec un numéro de téléphone pour convenir d'un rendez-vous. En 2012, année du dernier recensement, la commune de Chirangui comptait plus de 8000 habitants. Et pour rappel, les données récoltées à l'occasion de cette enquête restent bien évidemment confidentielles. Au chapitre de la coopération régionale, le conseil départemental tenait une conférence de presse ce mercredi. Un point pour faire notamment le bilan de la mission à Majinga, à Madagascar, lors de la dernière foire économique régionale qui s'est tenue entre les 21 et 27 août. L'événement était l'occasion d'un rapprochement entre les 2 territoires. Les précisions avec Bastien Sabouret. Convaincre est l'art glorieux de la coopération. Alors, pour rapprocher Madagascar de Mayotte, une coopération régionale est organisée entre le département, l'ADIM et la CCI de l'île aux Parfums. Et le projet sent bon,
S'il arrive à son terme, il consiste à établir une liaison maritime entre Majunga et Longoni. Un fret direct de bateaux de 8 conteneurs chacun en réfrigéré ou en sec et qui mettront 24 heures pour assurer la liaison des marchandises aussi bien en importation qu'en exportation, et ceci avec une rotation tous les 15 jours. Aujourd'hui, donc, il y a un opérateur, notamment à Majunga, qui est en train de mettre en place une barge qui ferait plus de 60 mètres. Mais il faut savoir que le port de Longoni, c'est un port, donc je dirais, sous normes Céleso, qui fait qu'aujourd'hui, ce ne sera pas n'importe quel type de bateau qui pourra accoster et venir à Mayotte, mais ce sera aussi à cet armateur qui veut faire une ligne Tanzanie, Comores et Mayotte, pouvoir justement mettre son bateau aux normes pour pouvoir atterrir également sur le port de Longoni. Et ce sera une ouverture, je dirais, de demain pour du conteneur et du reefer frais. La délégation est composée d'élus, d'entreprises et de techniciens. C'est durant la foire économique régionale de Bweni Nyonjo à Mahajanga qui a eu lieu du 21 au 27 août 2007 qu'est né le projet. Nous avons voulu faire un point par rapport à la mission qu'on a menée du 21 au 27 août à la foire de Majunga, à la foire régionale de Majunga pour pouvoir exporter certaines compétences de Mayotte et importer d'autres compétences de la région Bweni. On est sur une dynamique aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans qu'on est dans cette logique-là. Et cette mission-là nous a clairement permis aujourd'hui de vraiment redéfinir notre stratégie avec des connaissances assez précises des enjeux, des besoins et surtout des opportunités qu'on peut avoir sur Madagascar pour la partie TIC qui nous concerne. Il n'y a donc pas que l'aquaculture qui fait partie de cette coopération régionale Mayotte-Bweni. Beaucoup de projets sont lancés, seulement il va falloir attendre sur le long terme pour en recueillir les fruits. Et vous l'aurez noté à l'occasion de ce reportage, le rapprochement dont on parlait est bien évidemment entre Mayotte et Madagascar. 19h et bientôt 19 minutes sur KTV. Merci d'être avec nous. Un portrait au cœur de votre fin de journal. Notre reporter Adèle Laurent est parti à la rencontre d'un artiste peintre à l'occasion du 5e Forum des métiers et de l'artisanat de l'océan Indien. Découverte d'un créateur pas comme les autres dans quelques instants. Mais d'abord, état des lieux du reste de l'actualité dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Dans un discours prononcé devant les préfets à l'Elysée, Emmanuel Macron a annoncé qu'il se rendrait en Guyane en octobre prochain avec le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Il participera ainsi à la 22e conférence des régions ultra-périphériques. Il s'agira du premier déplacement officiel en Outre-mer d'Emmanuel Macron. Cette conférence est l'occasion pour chaque territoire de présenter ses revendications vis-à-vis de l'Union européenne. Selon le président, je cite, « Ce déplacement marquera une étape importante des assises de l'outre-mer dans lesquelles nous déterminerons une feuille de route dans chaque territoire. Les assises de l'outre-mer débuteront fin septembre dans chaque territoire ultramarin et seront suivies d'une phase de consultation locale et nationale. Cette phase de diagnostic s'achèvera au début de l'année 2018, tandis qu'une synthèse des travaux est prévue au printemps de cette même année. Le 4 septembre dernier, de 5h45 à 8h45 et de 12h à 14h, la gendarmerie nationale a mené une opération de grande envergure dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. 110 gendarmes mobiles ont été engagés sur des opérations de contrôle sur petite et grande terre. 342 véhicules et 1042 personnes ont été contrôlées. 85 étrangers en situation irrégulière ont été découverts et 61 personnes ont ainsi fait l'objet d'une reconduite à la frontière. Cette vaste opération prouve que la lutte contre l'immigration clandestine reste l'une des missions premières des forces de gendarmerie. Néanmoins, la lutte est quotidienne, tant sur terre que sur mer. En effet, il ne se passe pas un jour à Mayotte sans qu'un kwassa soit aperçu par des villageois ou arrêté par les forces de l'ordre. Sans parler des drames qui ne cessent de tristement alimenter l'actualité de la région. Le SNES-FSU vient de déposer un préavis de grève reconductible et prenant effet le 12 septembre prochain. Le syndicat souhaite dénoncer les attaques gouvernementales contre les revenus des fonctionnaires, à savoir la hausse de la CSG sans compensation, le gel du point d'indice ou encore le risque de remise en cause du PPCR. Par ailleurs, le SNES réclame une hausse du taux d'indexation des salaires au moins à 1,53 pour tous, l'accélération de carrière et la réécriture des décrets de 2013,
la généralisation de la restauration dans les établissements scolaires ou encore la mise en place d'une académie de plein exercice. Après le SNUPP-FSU et la CGT Éducation, un troisième syndicat de l'éducation sera donc en mouvement mardi prochain. Seul l'UNSA reste pour l'heure discret face à la grève générale qui se prépare. Une grève qui dans l'éducation pourrait se poursuivre au-delà du 12 septembre. À Kawini, le bon vivre semble désormais régner. Depuis de nombreuses semaines, le village composé de 12 000 habitants vit dans un climat d'apaisement et ce grâce notamment au concours de plusieurs associations. Et parmi ces organisations à but non lucratif, l'Union solidaire propreté environnementale de Kawini. Sur notre plateau, son vice-président, place à l'invité de la rédaction. Bonsoir Ali, Hassani Chamsidine, pardon. Bonsoir Monsieur Chamsidine. Bienvenue dans ce 19h. Alors ce samedi, vous organisez une journée justement en collaboration avec la mairie de Mamoudzou à Kawini, au quartier Mangatélé, sur les risques liés aux déchets. Parlez-nous de cette journée qui se prépare. En fait, l'objectif de cette journée, c'est de sensibiliser la population sur les risques liés aux déchets. Car aujourd'hui, on se rend compte que les déchets, il y a des risques. C'est pas que d'aujourd'hui on se rend compte, mais les déchetteries, il y a des risques liés à ces déchets-là. Et cette association est née il y a 2 ans. D'où vous est venue cette initiative? Avec tous les événements qui se passent à Mayotte et surtout à Kawini, on s'est rendu compte qu'on a besoin d'une association. Non pas une association de plus, mais vraiment une association dans le secteur. Et vraiment pour éviter, pallier l'environnement et aussi la jeunesse. Quel bilan faites-vous justement de ces 2 premières années? Les 2 premières années, les bilans sont plutôt positifs. On va prendre juste le bilan de l'année dernière, déjà, de jeunes qu'on a suivis. Les 5 qui ont fait leur brevet, ils ont eu leur brevet avec mention. Donc le bilan il est positif. Alors vous travaillez en collaboration avec plusieurs associations, ceux qui luttent contre la délinquance, l'oisiveté. Comment ça se passe? En fait, nous travaillons avec toutes les différentes associations environnementales, lutte contre la délinquance et aussi les différents services de l'État. Et ça se passe comment? Ça se passe très bien. Alors, définir Kawini comme ville bidonville, ghetto, où l'insécurité règne, c'était des moments difficiles à vivre pour les habitants de Kawini et vous, bénévoles? Oui, c'était des moments très durs à vivre. Maintenant, on essaie de s'en sortir, parce que surtout qu'on n'est pas délinquant, mais on le devient. Et comment justement luttez-vous pour travailler, comment travaillez-vous justement pour rétablir une belle image pour Kawini? On travaille avec des jeunes, surtout on va vers les jeunes, que les gens ils rejettent, mais on va vers les jeunes. Et il y a un travail qui est fait entre la police nationale et notre association USPK, qui est élargi sur les différentes associations. Alors c'est un travail de collaboration qui aura lieu avec la police nationale. Expliquez-nous à peu près, quel sera l'objectif, dans quel but? C'est un travail qui a déjà commencé depuis quelques temps, entre la police nationale et nous-mêmes. Il y a des interventions permanentes dans l'association où les jeunes peuvent poser leurs questions. Les parents aussi peuvent venir poser leurs questions. Donc il y a vraiment un échange entre la jeunesse et la police nationale, ce qui ne se faisait pas trop avant. Parce qu'avant, ils voyaient la police comme leur ennemi. Maintenant, on essaie vraiment de créer ce lien-là. Alors est-ce qu'il y aura des manifestations, des événements justement qui seront organisés en collaboration avec la police nationale? Oui, il y a des projets qui sont en cours, mais pour l'instant je en parlerai au moment voulu. Pour l'instant, il y a des projets qui sont en cours entre la police nationale et l'association. À quel point la présence des associations est déterminante dans un village? Il y a un point très important. L'association, c'est le relais entre la population et les élus et les différents services. Et vous y travaillez comment justement? De quelle manière travaillez-vous justement avec la population pour donner une belle image à votre village? Il y a un échange entre la jeunesse et les aînés. Il y a aussi l'échange entre la jeunesse et la politique aussi. On donne plus la place à la jeunesse. Quel message transmettez-vous justement à cette jeunesse? Certes, il y a des difficultés, mais il faut se relever et se dire, écoute, j'ai peut-être des difficultés, mais je peux m'en sortir. Vous espérez que ça se passe comment ce samedi justement pour cette opération nettoyage? Qu'il y ait le maximum du monde, qu'on essaie vraiment de venir écouter qu'est-ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui on se rend compte que les déchets, il y a des problèmes, mais on se dit, de toute façon c'est les problèmes du voisin, c'est les problèmes de tout le monde. Tout le monde doit se sentir concerné par l'environnement? Tout le monde doit être concerné. À Kawini, vous sentez justement que la population est concernée par cette question-là environnementale? Oui. De quelle manière? Il commence par la diminution de certains déchets. C'est vrai, il y a des choses à faire, mais il y a des efforts qui sont faits aussi. De la part de la population et de vos associations, on l'aura bien noté. Merci Hassani Chamsidine d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et pour terminer cette édition, un rappel, jusqu'à dimanche, le Forum des métiers de l'artisanat de l'océan Indien est ouvert au grand public à Mamoudzou, place de la République. L'événement rassemble de plus en plus de monde chaque année. Et parmi les exposants de cette année 2017, un jeune artiste peintre de renom, pardonnez-moi pour l'expression, Natou Razolonja Votovo, dont les œuvres ne passent pas inaperçues. Et pour cause, le peintre originaire de Madagascar a une particularité, il peint sur verre et à l'envers.
Natou l'artiste, c'est le portrait de ce 19h signé Adèle Laurent. Je suis un jeune artiste peintre malgache. J'ai commencé le dessin à 3 ans et j'ai exposé mes œuvres pour la première fois à 11 ans. À 14 ans, je me suis mis à peindre sur verre, domaine où j'excelle à présent. J'ai reçu les félicitations du président de la République malgache et de François Hollande. Je suis Natou Rassoulzatouf, je viens de Madagascar, je suis un artiste peintre, j'ai 20 ans et je suis ici pour représenter mon pays durant l'exposition, durant le forum qui se déroule à Mayotte. Et son exposition-vente vaut le détour. En effet, ses œuvres sortent de l'ordinaire et reflètent le quotidien des Malgaches. Mon inspiration, en fait, c'est dedans parce qu'il y a de l'amour de mon pays qui coule dans mon sang. C'est pour cela que je fais les peintures qui sont d'origine de mon pays, les images traditionnelles. Je travaille avec tout cela. Et pour moi, l'inspiration, c'est toujours mon pays et je représente mon pays. On parle de la scène de vie malgache qui se différencient, la différence de leur vie. Des scènes de vie hautes en couleurs. Et cet après-midi, Natou a ravi les yeux des visiteurs de la foire de l'artisanat en exécutant une démonstration de son savoir-faire. Cette fois, c'est le quotidien des Mahorais qui était au cœur de sa peinture. Et pour créer ses œuvres, Natou utilise une technique bien particulière. Comme vous voyez là, il n'y a pas de croquis. Tout de suite, il y a le verre. On est obligé de ne pas faire des fautes parce qu'on travaille sur verre, on travaille à l'envers. En fait, la technique, c'est de peindre ce qui est devant. Il faut d'abord peindre ce qui est devant, puis on met des couches. Ça demande plusieurs travaux, plusieurs expériences. Ce jeune peintre qui commence juste à tracer sa route n'a donc pas fini de nous épater. On peut dire avec certitude que l'avenir est prometteur pour Natou, mais aussi pour l'art malgache. Natou Rassoulzatouf à suivre jusqu'à dimanche au 5e forum des métiers et de l'artisanat de l'océan Indien. Merci de votre fidélité. Fin de ce journal. Dans un instant, les rediffusions des temps de parole de ce mercredi. Retour de l'information dès demain. À 6h, la matinale de Kwesi pour un décryptage de l'actualité du jour. Je vous donne rendez-vous à 19h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Belle soirée à tous et à demain si vous le voulez bien.